Nadia. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Alors Nadia, on te connaît déjà, tu es venue déjà 2 fois dans ces webinaires de l'équilibre et on est content de te revoir une 3e fois. Moi aussi. Et merci. Et aujourd'hui, tu vas nous parler des troubles de l'alimentation. Oui. Et surtout des troubles digestifs liés à l'alimentation, justement. Ouais. Exactement. Oui, c'est vrai que c'est une petite nuance. Oui. Ouais. Alors, quels sont ces troubles? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme troubles de l'alimentation, enfin de la digestion? Au niveau alors déjà, on va un petit peu rappeler Oui. comment, On va reprendre tout. Oui. voilà, comment est constitué notre système digestif. Il faut rappeler aussi que notre système digestif, c'est un système qui consomme quand même pas mal d'énergie. Entre 20 et 30% de notre énergie globale, donc ce qui est conséquent. Et souvent, quand on a des problèmes au niveau du système digestif, après les repas par exemple, puisque c'est à ce moment-là qu'il est le plus sollicité, on peut avoir de la fatigue, hein, la fatigue postprandiale, hein, comme Ou on la dit petite en sieste. jargon. Et on a une envie irrépressible de faire une petite sieste juste après le repas ou dans l'après-midi, hein, souvent. Et ça, c'est le fait justement que notre système digestif consomme, en tout cas, a besoin de beaucoup d'énergie. Donc le système digestif, il commence dans la bouche et il se finit à l'anus. Et il y a tout un processus qui se Entre fait, les un deux. tas de processus entre les deux Ouais. pour pouvoir assimiler les nutriments qui constituent notre alimentation. Et ensuite, ces nutriments vont nourrir notre organisme et surtout les différentes fonctions de notre organisme qui ont besoin de ces nutriments pour fonctionner. Alors, ça peut être pour fonctionner, soit pour constituer notre corps, hein, puisque notre corps, nos tissus se renouvellent. Hein, donc, il y a des tissus qu'on élimine et il y a des nouveaux qu'on construit. Et ces nouveaux, on va les construire à partir de nutriments. Donc, par exemple, les protéines qui vont être décomposées en acides aminés vont constituer nos muscles. Donc, ça va refaire des protéines, mais sous forme de masse musculaire pour nous. Et donc, il y a tout un tas de choses que notre organisme va utiliser. On connaît aussi les glucides, les sucres qui vont être utilisés en termes de carburant énergétique, de carburant pour l'énergie. Donc, chaque nutriment va avoir sa fonction dans notre organisme. Tout nutriment qui compose un aliment a sa fonction dans notre organisme. On a les vitamines B qui sont beaucoup utilisées, par exemple, au niveau du système nerveux. Le magnésium, le magnésium, tout le monde connaît le magnésium, mais le magnésium, c'est aussi un élément qui va participer à des centaines de fonctions au niveau du métabolisme énergétique dans l'organisme, et pas que. Donc, on a vraiment tout intérêt à bien assimiler tous ces nutriments. Et c'est notre système digestif qui va permettre cette assimilation. Si notre système digestif ne fonctionne pas bien ou est en dysfonction ou une partie du système digestif, parce que bon, du coup, j'avais dit que je décrirais le système digestif, mais donc je vais y arriver, je vais le faire après. Donc, si ce système digestif dysfonctionne à un endroit ou à un autre, ça peut perturber justement cette assimilation et on peut se retrouver dans le pire des cas avec des carences en fait, des carences nutritionnelles qui fait que nos autres fonctions ne sont pas nourries, n'ont pas les éléments nécessaires pour fonctionner. Et puis, comment nous on va savoir qu'on est en dysfonction au niveau digestif? C'est qu'on va retrouver tout un tas de troubles. Et donc ça, on va en parler tout à l'heure. Mais pour repartir sur le descriptif vraiment très simple hein, de notre système digestif, donc on a la bouche. Donc la digestion commence vraiment au tout début de notre système digestif, c'est-à-dire la bouche. On a des sucs en fait, salivaires, qui vont permettre déjà de décomposer certains aliments, en particulier les amidons. Donc dès la bouche, on va commencer déjà à digérer. C'est vrai que par exemple, quand on ne mâche pas, hein, puisque ça se fait grâce à la mastication et à l'insalivation, quand on ne mâche pas les aliments, déjà, il y a une partie de la digestion qui n'a pas été faite. On envoie au voisin, au suivant, donc à savoir l'estomac,
mais il y a une partie du travail qui n'a pas été faite. Oui. Donc, c'est l'estomac qui va faire double travail. Donc, on commence la digestion dans la bouche. Ensuite, la bouillie, normalement, hein, qu'on est censé avoir déjà préparée pour le reste du système digestif, passe par l'œsophage, passe par le duodénum, l'estomac. Voilà, il y a tout un tas d'étapes. Et donc, à chaque étape, on a des processus mécaniques ou chimiques, donc, par exemple les sucs gastriques qui sont très acides pour décomposer encore plus. On commence déjà la décomposition des protéines, par exemple, en peptides ou en polypeptides. Ensuite, et au fur et à mesure, on arrive à l'intestin grêle. L'intestin grêle est composé aussi de différentes parties, de 3 parties. Ensuite, le côlon. Et ensuite, une fois que tout a été assimilé, donc l'assimilation se fait des nutriments, en tout cas l'absorption des nutriments, une fois que ça a été bien réduit en micronutriments, se fait au niveau de l'intestin grêle. Une partie aussi se fait au côlon, mais au côlon, on est sur la fin de la digestion. Et au fur et à mesure de l'évolution du bol alimentaire finalement, hein, qui est modifié à chaque étape, ensuite on est sur du déchet qui est composé en grande partie de bactéries et d'eau. Et tout au long du processus, on a donc nos fameuses, donc on en a parlé dans un webinaire précédent, on a la flore intestinale, hein, toutes ces bactéries donc, qui sont beaucoup plus nombreuses au niveau du côlon, mais qu'on va quand même retrouver tout au long du système digestif, hein, qui n'ont pas forcément un rôle important au début, mais sur la fin, oui, elles vont aussi avoir un rôle très important de digestion, d'aide à la digestion des fibres, etc. Et en plus, ces fameuses bactéries, elles vont être nourries par les aliments qu'on va apporter en fait. Donc c'est pour ça que le choix, alors il y a la manière de manger, mais il y a aussi la manière et l'environnement, et on verra tout à l'heure l'idéal en fait, mais il y a aussi le choix des aliments qu'on va apporter à notre alimentation pour d'une part avoir tous les nutriments dont on a besoin hein, pour faire fonctionner l'organisme, et aussi ce qui va permettre à notre flore intestinale de se développer. Et ça, on a vu, hein, maintenant tout le monde sait hein, de plus en plus, hein, ça devient voilà, c'est un sujet qui est très à la mode. Très à la mode et très porteur d'un point de vue médical aussi, d'un point de vue recherche scientifique et médicale. L'importance d'avoir une bonne flore intestinale, un bon microbiote de manière générale, mais surtout une bonne flore intestinale, puisque c'est le microbiote le plus important dans l'organisme et il va impacter la qualité et la quantité, mais la qualité surtout des autres microbiotes. Donc ça, c'est pour le descriptif du système digestif. Et donc ensuite, ce qu'on peut avoir comme trouble de la digestion, et ça aussi c'est très courant, on a tous autour de nous des personnes qui ont des troubles digestifs plus ou moins gênants, récurrents, etc. Surtout au niveau de l'estomac et de l'intestin. Donc au niveau de l'estomac, ça peut être justement donc, des aigreurs, des remontées acides, voilà, donc des gènes au niveau de l'estomac. Et donc ça, on le sent au niveau de la digestion. Hein, on sent que la digestion, quand on mange, on sent que ça bloque déjà là. Donc ça peut être aussi, on peut sentir de la gêne physique. Hein. Et ensuite, plus bas, même déjà au niveau de l'intestin grêle, et on verra des pathologies en fait qu'on peut avoir au niveau du déséquilibre et du dysfonctionnement de la digestion au niveau de l'intestin grêle. On peut avoir des ballonnements, des flatulences et au niveau du côlon, donc plus bas également. Flatulences. Au niveau du côlon, on va être surtout sur des gaz aussi, donc des gaz, des douleurs, des spasmes, quand on a des colites par exemple, voilà, tout un tas de troubles digestifs. Et comme on a vu que dans le pire des cas, en fait, les troubles digestifs pouvaient entraîner des carences nutritionnelles, ces troubles digestifs peuvent ensuite avoir comme conséquence d'autres troubles qui n'ont pas
qui ne sont pas liées au digestif, mais qui vont être une conséquence des carences nutritionnelles suite à ces troubles digestifs. Donc, ça peut être au niveau cutané, des problèmes de peau, ça peut être au niveau articulaire, des douleurs, perte de cheveux. Quand on est en carence, ça, c'est très courant. Hein, donc, une mauvaise absorption au niveau de l'intestin grêle peut se manifester par la perte de cheveux, la peau sèche, des ongles cassants, l'anémie. Voilà, donc il y a tout un tas aussi de symptômes qui sont la conséquence de troubles digestifs récurrents et répétés. Et ensuite, au niveau du côlon, on a bien sûr tout ce qui est constipation, diarrhée. Et c'est vrai que c'est très courant aussi, ce type de trouble. Oui, d'accord. Ok. Alors, donc là, tu viens de nous présenter en fait tous les troubles qui peuvent arriver en cas de mauvaise digestion, de digestion difficile. Maintenant, est-ce que tu vas nous parler de petites astuces ou de petits remèdes par rapport à ces troubles? Oui, alors parce que j'ai commencé déjà à en parler, mais qu'est-ce qui peut causer en fait ces troubles digestifs? Déjà, on a vu que ne pas mâcher, ne pas commencer à la digestion dans la bouche, puisque ça sert vraiment, hein, les dents servent aussi d'outils pour commencer la digestion. Donc ne pas s'en servir, c'est déjà faire que la digestion ne se poursuive pas de manière idéale, en fait, hein, de manière normale. Hein. On a vraiment des dents, c'est pour s'en servir. Et puis on produit de la salive, c'est aussi pour s'en servir. Donc si déjà on loupe cette étape-là, derrière, l'estomac va devoir produire plus d'acide. Et c'est comme les surrénales. Quand on sollicite trop les surrénales, à un moment donné, on les épuise et elles n'arrivent plus à fabriquer suffisamment de cortisol. Là, c'est pareil. Si on sursollicite trop l'estomac, on va produire trop d'acide chlorhydrique et à un moment donné, on va se retrouver en hypochlorhydrie et on n'aura pas assez d'acide de sucre pour digérer justement les aliments. Et donc derrière, ça va se répercuter au niveau de l'intestin grêle et du côlon. Et dans le cas contraire, quand on a trop d'acide justement dans l'estomac, c'est là qu'on a des aigreurs d'estomac? Voilà, c'est là qu'on a des aigreurs d'estomac et les remontées acides qui vont remonter tout au long. Là, c'est le début. C'est que justement, on fait trop travailler notre estomac et du coup, on va produire trop d'acide en fait. L'estomac est en souffrance, entre guillemets. On ne l'aide pas. Il y a ça. Il y a aussi le fait de manger le stress. Hein, on a vu le stress. Un impact, c'est un facteur déclenchant et aggravant, mais surtout aggravant de nombreuses pathologies, de nombreuses maladies. Et pour la digestion, le stress a un impact aussi très très important parce que au niveau hormonal d'une part, puis au niveau aussi physique. C'est-à-dire que quand on est en stress, on est contracté. Et en contractant les muscles, on va aussi empêcher un bon fonctionnement des différents organes de la digestion. Et donc souvent, les personnes stressées vont avoir des problèmes gastriques. Ça, on retrouve aussi, ou intestinaux. Et souvent, l'ulcère, par exemple, l'ulcère de l'estomac, l'ulcère gastrique, c'est lié, c'est souvent des personnes qui ont eu du stress chronique ou du stress répété. C'est vraiment un lien qui est très fort. Donc, le stress et émotionnel a un impact fort au niveau digestif. Tout ce qui est tropisme digestif, c'est très, très lié avec la sphère stress et émotion. L'idée, déjà, c'est d'éviter de manger quand on est stressé ou quand on est vraiment dans des émotions négatives. Alors d'ailleurs, certaines personnes, quand elles sont stressées, anxieuses, dans des émotions difficiles, n'arrivent pas à manger. Elles n'ont pas faim. Elles n'ont pas faim. Ça coupe la faim. Et quelque part, oui, c'est parce que sinon, de toute façon, le système digestif ne sera pas en capacité, en mesure de faire son travail correctement à cause de cet état émotionnel.
Mais si on mange en étant stressé, du coup, voilà, on va avoir des problèmes au niveau digestif. Donc, l'idée, ce qu'on peut faire, et ce que je recommande justement quand on vient me voir pour des troubles digestifs et que ça peut être lié au stress, je recommande de faire de la cohérence cardiaque, par exemple. Alors, de trouver un moyen, mais bon, la cohérence cardiaque, c'est vrai que c'est un moyen très facile, très abordable en tout cas, pour réguler le système nerveux et relâcher au niveau du stress. Donc, c'est Alors, juste une petite parenthèse, le dernier webinaire sera dédié à la cohérence cardiaque avec super. Christelle. Voilà. Donc, voilà, elle expliquera Ouais. comment. Ouais. Et ça, c'est vraiment un exercice simple que je recommande voilà, pour les personnes qui ont des problèmes digestifs, de le faire juste avant le repas, puisque c'est juste 5 minutes. On est assis et puis on fait ses respirations. Et ça, voilà, c'est un moyen de réguler le système nerveux avant de manger. Déjà, et puis, ce faisant, puisque c'est un exercice de respiration, on se met aussi en conscience, puisque l'idéal aussi, c'est de manger en conscience. Quand on mange en conscience, du coup, on est conscient qu'il faut qu'on mâche en fait. Si on n'est pas en conscience, on va avoir tendance à avaler, à parler en mangeant, à remplir, à regarder la télé, à remplir. Oui. Voilà. Et pas du tout à être conscient de, en fait, je suis pas conscient que là, je suis en train de manger pour me nourrir. Alors oui, pour le plaisir, mais même pour le plaisir, j'ai envie de dire. Oui. On fait un bon repas. En plus, si c'est dans un restaurant gastronomique, qu'on va payer 50 € le repas ou 100 €, c'est pour prendre du plaisir et en profiter. C'est pas pour l'engloutir en 5 minutes. Et puis bon, voilà, j'ai fait un repas 5 minutes, ça m'a coûté 100 €, mais le plaisir était de courte durée. Quand on mange en conscience, donc on va mâcher longuement. Et quand on fait ça, on prolonge aussi le plaisir, puisqu'on a quand même des papilles gustatives. Et donc, on va maintenir plus longtemps la bouchée, d'autant plus si elle est pleine de saveurs, d'arômes, si elle est très goûteuse dans la bouche et en contact de ces papilles. Et donc, ces papilles qui sont en connexion directe aussi avec notre cerveau, notre cortex cérébral, au niveau des émotions, va aussi faire qu'on va produire aussi des hormones du bien-être. On va produire de la sérotonine, de la dopamine. Donc ça, manger en conscience, c'est tout bénef. C'est d'un côté, on rallonge le plaisir de manger, puisque c'est vrai que c'est un plaisir de manger. Et puis d'un autre côté, on va faciliter l'assimilation des nutriments et l'absorption des nutriments pour nourrir notre organisme. Donc là, vraiment, manger en conscience, on a tout gagné à manger en conscience, en fait. Et on arrive plus vite à satiété aussi en mangeant. Exactement, voilà, tout à fait. Donc, quand on est dans l'objectif de perte de poids, ou même pas, parce que l'idéal, en fait, je l'avais dit dans la vidéo sur le jeûne, dans l'idéal, on voudrait faire en sorte que nos mitochondries, qui sont donc nos cellules, nos centrales énergétiques, qui fabriquent notre énergie, puissent fonctionner de manière optimum avec moins de carburant. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est que finalement, on a tendance à trop manger, parce qu'on mange pas en conscience, parce qu'on mange par habitude, on mange souvent sans faim, alors que l'idéal, ce serait vraiment d'arriver à un optimum où je mange juste la quantité dont j'ai besoin pour fonctionner, et en faisant ça, j'optimise mes mitochondries. En optimisant les mitochondries, parce qu'on a vu que comme toute centrale énergétique, même les centrales énergétiques nucléaires, on va donner un élément, un élément brut. Il va être transformé dans la centrale nucléaire et ensuite on a des déchets. Il y a de l'énergie qui est produite, mais en parallèle, il y a toujours des déchets. Donc, pour une centrale nucléaire, c'est des déchets nucléaires. Pour nous, pour nos mitochondries, ce sont les radicaux libres. À partir du moment où on fabrique de l'énergie, on libère des radicaux libres. Donc, les radicaux libres sont importants parce que ce sont des éléments qui vont détruire et désintégrer des cellules mortes dont on n'a plus besoin pour en faire des déchets et les éliminer. Donc, on a besoin de ces radicaux libres qui vont nous protéger aussi en cas d'infection. Mais quand on a trop de radicaux libres dans l'organisme, donc on estime on évalue à 2%
la totalité en fait, des radicaux libres dans l'organisme qui soit suffisant. Quand on dépasse les 2% de quantité de radicaux libres dans l'organisme, on est dans ce qu'on appelle le stress oxydatif, c'est-à-dire qu'on a trop de radicaux libres et à ce moment-là, ces radicaux libres vont aussi attaquer nos bonnes cellules et ça va entraîner en conséquence concrète, pratique, le vieillissement des cellules en fait, le vieillissement cellulaire prématuré, vieillissement précoce. Voilà, les rides physiquement, mais tous nos organes en fait vont être fatigués, entre guillemets, voilà, par ce stress oxydatif. Donc, ce qu'on veut, c'est aussi éviter ce stress oxydatif et donc éviter de fabriquer trop de radicaux libres. Ceci dit, on a aussi des nutriments qui vont nous protéger de cette quantité excessive de radicaux libres qu'on appelle les antioxydants. Et donc, dans le choix de notre alimentation, on va faire en sorte d'apporter justement ces aliments qui sont riches en antioxydants. Alors en antioxydants connus par exemple, on a la vitamine C par exemple, la vitamine E, la vitamine A, ACE, voilà, donc ça c'est les antioxydants classiques, mais on en a plein d'autres. On a le sélénium, on a des bêta-carotènes, il y a tout un tas des polyphénols, tout un tas de nutriments, de molécules en fait, de phytomolécules qui vont nous protéger. Et donc en choisissant les bons aliments qui sont riches en antioxydants, on va aussi nous protéger du stress oxydatif. Et si je ne me trompe pas, ce sont dans les aliments comme les légumes et les fruits que l'on trouve ces antioxydants. Oui, et surtout crus, en tout cas particulièrement pour la vitamine C. La vitamine C, elle est sensible à la lumière, à la chaleur. Donc, du coup, il faut les manger le plus frais possible. Je vois mon chat qui est sur la route, j'espère que… Et il ne va pas se faire écraser. Et donc, le plus frais possible. Et l'idéal, ce serait qu'on les mange, tout juste cueillis, en fait, coupés du sol. Voilà. Donc, et les fruits. Les fruits, voilà, mieux les manger. C'est vrai qu'on me dit au cabinet, quand je demande alors, est-ce que vous mangez des fruits, quelle quantité de fruits vous mangez, on me dit je mange de la compote, mais là malheureusement on ne va pas avoir la vitamine C. Voilà, c'est pas pareil. En plus, avec la cuisson, l'index glycémique augmente, donc les sucres se développent et donc un fruit entier frais, il a un certain index glycémique qui est de manière générale bas. Et plus on va le cuire, plus son index glycémique va augmenter. Donc, ça va développer des sucres. Donc, nutritionnellement, c'est vrai que ça n'a pas du tout le même intérêt. Si c'est pour faire du sport, oui, la compote, c'est super parce que du coup, c'est sucré. Donc, avant la séance de sport ou après la séance de sport pour préserver les muscles, c'est super. Mais sinon, non, on ne va pas le compter en antioxydant, entre guillemets, en source antioxydante, entre guillemets. D'accord. Donc voilà, donc manger en conscience, voilà, c'est vraiment très important. Il y a l'environnement aussi. Moi, j'aime bien dire que on peut être stressé parce qu'on se dispute avec la personne avec qui on est à table, par exemple. Et là, ça génère du stress. Donc l'idée, c'est peut-être d'éviter les discussions politiques, religion. Jamais à table. À table, parce que ça aussi, ça met dans des dispositions un peu négatives émotionnellement. Voilà. Autre stress externe dont on n'a pas forcément conscience, surtout quand on travaille, quand on est à l'extérieur et qu'on ne mange pas forcément à la maison, on n'a pas trop le choix de l'endroit où on va manger, même dans les cantines par exemple, c'est le bruit. On ne pense pas que le bruit, c'est un stress en fait aussi sonore. Et donc ça, c'est quelque chose qui est complètement inconscient, mais notre organisme, lui, va… donc on pourrait mettre son casque. Alors c'est pas très social, sociable, mais voilà, peut-être se mettre dans un endroit calme. Ça, c'est vraiment en particulier pour les personnes qui ont des problèmes, des soucis de digestion, surtout si c'est localisé au niveau de l'estomac, mais pas que. Et c'est vrai que manger dans un environnement calme, c'est vraiment très important. Ensuite, il y a les aliments qu'on va choisir de consommer aussi. Donc, on a vu, ça se développe de plus en plus, tout ce qui est intolérance et allergie alimentaire. Et évidemment, alors, il peut se passer des années avant
s'aperçoive ou qu'on trouve finalement, ou qu'on se fasse diagnostiquer une intolérance ou une allergie. Mais pendant tout ce temps, on va avoir mal au ventre, on va avoir des troubles digestifs, des ballonnements, des gaz. Et la problématique principale dans tout ça, c'est que si ça fait des années voilà, qu'on se trouve comme ça dans des intolérances alimentaires voilà, chroniques, hein, on s'en aperçoit tardivement, c'est-à-dire qu'on s'en aperçoit et qu'on met surtout en place des choses pour parer à ces problèmes-là. Entre-temps, ce que ça fait, c'est que ça entretient de l'inflammation. C'est comme de l'inflammation en fait au niveau de l'intestin. On va produire des gaz et ces gaz vont attaquer notre muqueuse intestinale. On va produire des acides, on va produire de l'acétone, du méthane, du méthylacétate. Voilà, ça va se développer et plus on va entretenir ça en ne consommant pas les aliments adaptés, et plus notre muqueuse intestinale va être inflammée, attaquée, altérée, et ça peut mener à ce qu'on appelle la porosité intestinale ou la perméabilité intestinale. C'est-à-dire que la muqueuse de notre intestin, qui est là quand même pour nous protéger, nous permettre l'assimilation et l'absorption des nutriments, si elle est désintégrée, elle ne va pas jouer son rôle barrière en fait. C'est vraiment une barrière intestinale et donc elle va laisser passer encore plus d'allergènes directement dans le sang, et c'est là que ça va provoquer aussi d'autres troubles qui peuvent être aussi donc les troubles cutanés, douleurs articulaires, des allergies autres qu'au niveau digestif ou des intolérances autres qu'au niveau digestif. Et ça, c'est problématique parce que pour réparer une muqueuse intestinale, là, ça va être encore un autre travail. Donc, il y aura de la réparation de la muqueuse intestinale, de l'inflammation, retirer l'inflammation, et puis ensuite, s'il y a tous ces problèmes-là, c'est qu'avant ça, il y a eu… pardon, j'ai mon chat. C'est le chat. Le deuxième, l'autre, il est à l'extérieur, je ne sais pas ce qu'il fait. Donc, la flore intestinale, à ce moment-là, elle a déjà été appauvrie et déséquilibrée. On est vraiment sur un déséquilibre d'abord de la flore intestinale, un appauvrissement, et donc du coup, un développement des ballonnements, des gaz qui vont créer aussi de l'inflammation, qui va attaquer la muqueuse et le mucus, un protecteur de toute la sphère digestive aussi. Et est-ce que… Pardon, excuse-moi, je te laisse finir et je te demanderai après. Ouais. Puisqu'on a un mucus aussi, une couche protectrice du glycocalyx en fait, protectrice de tous nos systèmes digestifs. Et souvent, voilà, quand on a des problèmes gastriques, des brûlures, des aigreurs, cette couche de mucus, elle est aussi attaquée. Et c'est pour ça qu'on a des douleurs au niveau de l'estomac. Mais on peut avoir aussi ces problèmes-là au niveau de l'intestin, puisque c'est vraiment comme surtout au niveau de l'estomac, les sucs gastriques sont très acides. L'estomac, c'est le milieu le plus acide en fait de l'organisme au niveau du système digestif. Il faut protéger les tissus, parce que sinon, ça va aussi les attaquer. Et donc, on a ce mucus qui protège et qui va protéger tout au long du système digestif. Et donc, au niveau des intestins, là, c'est pareil. On va avoir le mucus qui est attaqué, et ensuite, le mucus qui est aussi protecteur de la muqueuse. Quand il n'y a plus de mucus, voilà, les radicaux libres vont attaquer aussi, par exemple, la muqueuse intestinale. Donc ça, et puis on a aussi certains aliments qui sont connus pour entraîner une perméabilité intestinale. Donc certains sont très sensibles à ça, parce que leur système digestif est à la base faible et vulnérable, et donc on a donc les allergies, les intolérances au gluten. Le gluten, en fait, c'est une lectine. Alors, je vais parler des lectines aussi tout à l'heure. C'est une protéine qui augmente, en fait, qui va faire que les jonctions serrées qui sont des cellules de l'intestin vont s'ouvrir. Et c'est ça qui va faire que ça va aussi augmenter la perméabilité intestinale, la porosité intestinale. Donc, il y a certains aliments qu'on va éviter parce qu'ils entretiennent l'inflammation. Donc, c'est toute la catégorie des aliments qu'on appelle aliments inflammatoires, pro-inflammatoires. C'est-à-dire qu'ils contiennent
des nutriments qui vont être transformés dans l'organisme quand il y en a en trop grande quantité en produits inflammatoires. Et alors, quand la muqueuse intestinale est touchée, est-ce que les probiotiques vont être le remède? Est-ce qu'ils vont réparer ça? Alors, pas dans un premier temps. Dans un premier temps, c'est vrai qu'on va, si elle est peu touchée et que le mucus est peu touché, effectivement, développer la flore et donc apporter des probiotiques, ça peut déjà permettre de soulager et d'éviter qu'il y ait plus de ballonnement et de gaz, hein, puisque à la base, ça part d'un déséquilibre de la flore intestinale. S'il y a moins de ballonnement et de gaz, bah, du coup, il y a moins d'inflammation. Et s'il y a moins d'inflammation, la muqueuse a le temps de se réparer. Donc, quand ce n'est pas trop important, quand le déséquilibre ou la flore n'est pas trop appauvrie, oui, ça peut être suffisant pour au moins soulager les troubles digestifs et puis empêcher une dégradation plus importante de la muqueuse intestinale. Et quels aliments on pourrait manger du coup pour réparer cette muqueuse? Et alors, au niveau de la muqueuse intestinale, déjà, dans un premier temps, comme je disais, éviter ce qui peut faire ballonner. Voilà. Même si on va apporter des probiotiques, on va aussi éviter les aliments qui font ballonner et du coup qui entretiennent l'inflammation. Comme quoi, par exemple? Alors, ça dépend des personnes. Certaines personnes, voilà, on n'est pas tous sensibles aux mêmes aliments. Alors, je vais parler en gros mots des FODMAP. Donc, les FODMAP, par exemple, ce sont des sucres, hein, des fructo-oligosaccharides, etc., qui vont fermenter dans l'intestin. C'est des fibres qu'on va trouver dans certains aliments qui vont fermenter dans l'intestin. Dans quels aliments? Alors, certains aliments sont très riches en FODMAP. Et donc, pour les personnes qui ont tendance à beaucoup ballonner du fait d'une pauvre flore intestinale, qui est très peu variée, on va éviter ces aliments-là parce qu'ils risquent de fermenter beaucoup. Alors, j'ai une liste parce que je ne les connais pas par cœur, mais souvent, on va y retrouver les céréales qui contiennent du gluten. Alors, ça c'est connu. Hein. Souvent, on demande les légumineuses, les crucifères, donc les pois chiches, pois cassés, les légumes secs, les lentilles, l'ail, l'oignon. Il y a beaucoup de personnes qui digèrent pas en tout cas, qui ballonnent, oui, ou qui ont des flatulences quand elles consomment ces aliments-là. C'est parce que ces aliments sont, par exemple, riches en galacto-oligosaccharides. Le lait, c'est un os, le lactose, hein, c'est un os, c'est les sucres en fait qui vont fermenter. Certains fruits qui contiennent beaucoup de fructose, des fruits sucrés, cerises, mangues, miel, etc. Et puis, souvent, les choux, les crucifères, donc choux-fleurs, champignons, alors moins le brocoli, hein, bizarrement le brocoli, souvent ça passe, mais choux de Bruxelles, voilà, pommes, pruneaux, les prunes, abricots, ce sont des aliments qui sont très riches en FODMAP et qui du coup, pour beaucoup de personnes en fait, hein, vont les faire ballonner et créer des flatulences. Donc, si c'est le cas, c'est qu'on a un déséquilibre. On a un déséquilibre de la flore intestinale ou en tout cas, on n'a pas une flore assez variée, riche et diversifiée. Donc, on peut passer par des probiotiques si c'est juste ça, entre guillemets. Et s'il n'y a pas d'autres manifestations, comme j'ai dit, hein, cutanées, articulaires, fatigue, au niveau fatigue, irritabilité, au niveau psychique aussi, un nerveux psychique, on a aussi des manifestations. Et donc des diarrhées, constipation, etc. Donc on peut, voilà. Mais les probiotiques, normalement, quand on est sur des troubles, en plus, surtout si c'est des troubles qui datent depuis très longtemps, c'est pas une première intention, les probiotiques. Il faut vraiment voir, donc ça c'est pendant l'anamnèse hein, qu'on voit ça avec le naturopathe, dans quel état on est au niveau de la personne, si la muqueuse est attaquée, s'il y a une perméabilité intestinale, tous les symptômes vont permettre, et donc pas seulement les symptômes digestifs, hein, par exemple, si on parle de la candidose, hein, qui est une prolifération du Candida albicans,
dans l'intestin et qui va migrer aussi ailleurs, on peut avoir des manifestations type mycose, voilà, des démangeaisons, mais surtout des mycoses. Et donc la candidose peut se développer donc, dans l'intestin, mais dans la bouche aussi, sur la peau, voilà, dans le vagin, on a aussi ce type de manifestation. Donc là, on ne va pas traiter de la même manière une candidose, voilà, que juste des petits troubles de digestion de certains aliments. C'est vraiment en fonction de l'anamnèse et de l'état, de tous les symptômes globaux de la personne qu'on va identifier, voilà, si c'est un SIBO, si c'est une candidose, si c'est voilà, un problème de pauvreté de la flore intestinale, etc. D'accord. Et alors, donc là, on descend, tu as commencé par la bouche, l'estomac, oui. l'intestin grêle. Au niveau de l'intestin, voilà. Et ensuite, alors oui, il y a aussi, donc, alors j'ai parlé du gluten, qui était un aliment donc, qui, alors pour beaucoup de monde, posait problème. Pour certaines personnes, sans vraiment trouble digestif, on peut quand même supposer, puisque c'est le fonctionnement du gluten sur les intestins, en tout cas sur la muqueuse intestinale, que de toute façon, ça augmente quand même un petit peu les jonctions serrées des intestins, même pour les personnes qui n'ont pas de trouble digestif. Donc, l'idée, c'est quand même de ne pas trop en consommer. On est vraiment sur, si on n'a pas de trouble digestif, on n'en consomme pas trop. S'il y a des troubles digestifs, on va les éviter le plus possible. Et souvent, rien que l'éviction, ça permet déjà de soulager une grande partie des troubles de la personne. Les produits laitiers aussi ont tendance, donc avec les oses, c'est riche en FODMAP, donc comme c'est riche en FODMAP, et avec aussi les facteurs inflammatoires des produits laitiers. Donc ça, c'est la caséine, qui est aussi une protéine, surtout s'il y a une perméabilité intestinale qui va passer dans le sang et provoquer des désordres, des allergies et des intolérances ailleurs dans l'organisme, des douleurs articulaires par exemple. Donc les produits laitiers. Ensuite, donc les lectines. Les lectines, ce sont aussi des protéines. Donc la gliadine du gluten, c'est une lectine. Ce sont des protéines qui se fixent au sucre, au glucide, et puis qui vont aussi perturber le fonctionnement, voilà, au niveau digestif. Donc ça, voilà, il y a tout un tas d'aliments qui sont. C'est surtout les céréales en fait qui vont être riches en lectines. Et dans un premier temps, ça peut être intéressant. Alors, c'est très restrictif comme régime, donc c'est pas des régimes que je recommande forcément, mais si c'est dans le but de soulager de manière temporaire, parce que le problème, c'est que on va mettre en place un protocole pour réparer le système digestif, le système intestinal par exemple, mais d'un côté, on ne veut pas entretenir non plus l'inflammation qui va être due au ballonnement et au gaz, qui va être due à la consommation d'aliments riches en FODMAP, par exemple. Si on identifie que, justement, les aliments riches en FODMAP créent beaucoup de ballonnement et de flatulence et de gaz chez la personne. Donc, ce qu'on va faire pendant ce temps de réparation, pour ne pas être un peu embêté par ces problèmes de ballonnement et de gaz, on va faire un régime on va limiter les aliments qui sont riches en FODMAP, on va les arrêter le temps de la réparation. Comme ça, on n'est pas perturbé par la personne va être soulagée pendant cette période-là en plus. Et puis en plus, le processus de réparation ne sera pas perturbé. Mais ce n'est pas un régime vraiment qu'on fait sur la durée. Donc, certaines personnes, et je reçois souvent des personnes en cabinet qui ont essayé, que ce soit pour des problèmes digestifs, de troubles digestifs ou pour une candidose par exemple, juste parce qu'il y a une restriction alimentaire aussi au niveau de la candidose. Le candida albicans se nourrit de sucre, de levure, etc. Donc on va éviter ces aliments-là pour pas qu'ils se développent. Mais souvent, je récupère des personnes qui ont fait juste une restriction alimentaire sans avoir réparé à côté, grâce à des molécules, enfin voilà, des principes actifs. Et donc, certes, elles sont soulagées pendant l'éviction des aliments, donc pour les FODMAP, c'est pareil, mais sauf que comme elles n'ont pas en parallèle réparé vraiment de manière efficace, c'est comme quand on utilise des principes actifs, on utilise du ciment ou de la matière en tout cas pour, comme on disait, c'est des constituants qui vont réparer.
Oui. Et là, on n'apporte pas les constituants réparateurs. Donc la muqueuse, certes, il n'y a pas de ballonnement, il n'y a pas de gaz, mais elle n'est pas forcément réparée. Alors, le fait qu'il y ait moins d'inflammation, ça lui permet de se réparer toute seule. C'est Mais temporaire. si cette réparation, si cette dégradation est trop importante, ça suffit pas. Alors on peut très bien jeûner, hein. Jeûner, ça permet aussi de régénérer, de réparer, mais voilà, tout va dépendre du degré de dégradation de la muqueuse intestinale, de la Et d'une autre muqueuse habitude alimentaire aussi. Au bout d'un moment, il faut changer ses habitudes. voilà, exactement. Mais c'est pour ça que ces régimes-là, pour moi, ça fonctionne pas si on fait que ça, Oui. parce que quand les personnes vont reprendre, comme c'est pas réparé, elles Mhm. vont avoir les mêmes. Et puis, en même temps, c'est un régime très très restrictif et du coup, qui entraîne des carences en fait. Et le but, c'est pas non plus d'être en carence nutritionnelle. Oui. Quand on a un bon système digestif, hein, quand tout va bien, l'idéal, c'est vraiment d'avoir une alimentation la plus diversifiée possible. C'est vrai qu'on a des habitudes hein, au cabinet. J'ai des gens qui me disent ah ben non, moi je mange que 3 sortes de légumes, haricots verts, brocolis, tomates, et puis que 2 types de protéines, poulet et jambon, et puis steak haché une fois de temps en temps. Mais c'est très peu diversifié en fait, et tourne toujours autour Oui. des mêmes Et oui, aliments. les habitudes. Oui, ouais, c'est ça. Alors que je leur dis, pour les protéines par exemple, ce qu'on veut, c'est les acides aminés, mais c'est Oui. parce que c'est juste un manque d'information. Hein. Bon, Oui. moi, j'ai l'habitude, puisque voilà, c'est mon métier et que du coup, je connais les aliments, mais au niveau des protéines, nous, ce qu'on veut, c'est par exemple des acides aminés pour faire des muscles, pour construire notre capital musculaire, par exemple. Et les acides aminés, les protéines, je les ai pas seulement dans les viandes ou dans les œufs. Donc, c'est une source, certes, donc ça va être un type d'acide aminé, et puis d'une certaine qualité. Mais d'autre part, j'ai des protéines végétales, par exemple, qui vont aussi contenir d'autres acides aminés, mais ils ne contiennent pas que ça, comme les viandes. Hein. Il n'y a pas que des acides aminés, il y a du fer, il y a du zinc, il y a de la B12. Dans les protéines végétales, par exemple, on a les acides aminés, certains acides aminés, mais on va aussi avoir des minéraux, des oligoéléments, du magnésium, du potassium, etc. Alors là, Cette j'ai diversité. une question justement pour les végétariens, les végétariens qui ne mangent pas de viande, mais qui peuvent manger des œufs, qui peuvent manger peut-être des produits laitiers, enfin des Oui, fromages. du fromage, oui. Est-ce qu'ils ont une carence en acides aminés qu'on trouve spécialement dans la viande? Non, tous les acides aminés, que ce soit dans la viande ou dans le végétal, on les retrouve tous. C'est juste qu'on ne va pas les retrouver en même quantité. Et puis, on ne va pas tous les retrouver, par exemple, dans la viande, on a tous les acides aminés. Dans l'œuf, on a tous les acides aminés. Mais quelque part, c'est un peu logique parce qu'on a vu que ce qu'on mange, les acides aminés qu'on va manger, on va les utiliser pour faire nos protéines. Or, les viandes des animaux, eux, ils mangent des végétaux ou des céréales. Normalement, ça ne mange pas des céréales, mais bon, maintenant, ça mange des céréales. Oui. Et donc, ils vont utiliser ces acides aminés végétaux pour faire leurs protéines que nous, on va retrouver dans leur viande. Donc, finalement, quand on mange la viande des animaux, à la base, c'est parce qu'eux ont mangé des acides aminés de végétaux. Eh oui. Sauf que les animaux vont, la viande, donc les muscles, les protéines des animaux, vont contenir tout l'ensemble des acides aminés. Alors que par exemple, nous, on va prendre une sorte de végétal, hein, par exemple du riz, on va avoir un certain nombre d'acides aminés, mais pas tous les acides aminés. Dans les légumineuses, on va avoir un certain nombre d'acides aminés, mais pas tous les acides aminés. Oui. C'est pour ça qu'on dit, quand on prend des protéines végétales uniquement, si c'est des légumineuses, on va les associer automatiquement avec des céréales pour que, du coup, on ait tout le spectre complet de tous les acides aminés. Donc, dans l'œuf, par exemple, là, on a tout le spectre, on a tous les acides aminés dans l'œuf. Dans le soja aussi, le soja, on a une bonne partie, quasiment tous les acides aminés. Donc on fait comme ça. On a entendu, non? Dans les amandes, on n'a pas aussi tous les… Oui, il y a beaucoup d'acides aminés. Je ne sais plus si on a tous les acides aminés, mais voilà. Et donc, l'idée, en fait, c'est vraiment d'augmenter cette diversité. Et cette diversité, on va l'augmenter en n'hésitant pas à essayer à cuisiner tel ou tel aliment. Et au final, quand on y pense, on pourrait tous les jours avoir
une source de protéines variée avec du coup un ensemble de nutriments variés qui sera différent de la veille et du lendemain. Que ce soit donc au niveau protéines, là je parlais des protéines, mais c'est la même chose pour tout ce qui est vitamines, minéraux. Si je mange des fruits rouges par exemple, il y aura beaucoup de polyphénols dedans que je ne vais pas trouver dans les brocolis, mais dans les brocolis, je vais avoir d'autres principes actifs intéressants, du calcium, voilà. Donc chaque aliment a son intérêt nutritionnel et donc plus on va les diversifier, et plus on va bénéficier du panel complet de tous les nutriments dont l'organisme a besoin. En fait. Donc, c'est vraiment ça. L'effort à faire, entre guillemets, c'est quand on est au marché, par exemple, tiens, ce légume-là, je ne sais pas ce que c'est, je vais l'essayer parce que forcément, il va être dans une densité nutritionnelle et dans une composition de nutriments différente d'un autre aliment. Et donc, il y aura toujours un bénéfice à consommer un aliment qu'on ne connaît pas différent, quoi. Alors, j'entends bien qu'on doive diversifier tous les aliments, tous les fruits, etc. Est-ce qu'il y a des aliments, par contre, qui sont plutôt à proscrire ou en tout cas à manger en très petite quantité? Oui. Alors, donc en dehors des problèmes des troubles digestifs où on a vu que certaines personnes vont devoir, de manière temporaire, vraiment éviter les aliments trop riches en FODMAP, les aliments trop riches en lectine. Quoique les lectines, on peut les désactiver en fait. Il faudrait faire de la germination, de la fermentation, de la germination, les faire tremper, puisque c'est souvent les céréales. Donc, si on trempe les céréales au moins une nuit ou qu'on fait du fermenté ou de la germination, on neutralise en fait les lectines. Mais bon, en dehors de ces cas-là, pour tout le monde, de manière générale, on a vu que le gluten, c'était pas terrible. Les produits laitiers, pareil, inflammatoires. Les viandes, à manger trop de viande, en particulier les viandes industrielles, parce que ces animaux, on a vu, ce que mange l'animal, ça se transforme dans la viande et nous, on mange ces produits-là. Donc, par exemple, si l'animal qui est élevé de manière industrielle ne broute pas d'herbe, donc il ne broute pas alors qu'il est censé, dans la nature, brouter de l'herbe, s'il ne broute pas d'herbe mais qu'on le nourrit que de farine ou d'ensilage, etc., de maïs, voilà, sa composition va être complètement déséquilibrée. Elle sera très riche en oméga 6 pro-inflammatoires qu'on va trouver donc dans le maïs par exemple ou dans le soja. Alors que la viande, l'animal qui va manger de l'herbe ou des pissenlits lui va avoir plus d'oméga 3 dans sa viande en fait. Donc de manière générale, c'est vrai que je pense que 80% de la viande qu'on va trouver à consommer, c'est de la viande qui est trop riche en oméga 6 en fait. Et ça, c'est pro-inflammatoire. Donc, manger trop de cette viande pro-inflammatoire, ça augmente. C'est l'inverse des antioxydants, par exemple. On disait, les antioxydants, ça nous protège du stress oxydatif dans notre organisme. Manger des aliments pro-inflammatoires, ça augmente les inflammations, ça va augmenter les inflammations dans notre organisme. Or, si on veut une alimentation santé, il faudrait qu'elle soit et anti-inflammatoire et antioxydante en fait. Et donc, on a aussi des aliments qui vont être anti-inflammatoires qu'on connaît, les oméga 3, et qu'on va trouver dans certaines sources, par exemple, les oméga 3. Mais on connaît aussi en épices anti-inflammatoires très connues, le curcuma. Voilà. Curcuma, le gingembre, voilà, qui sont des épices qu'on peut rajouter parce qu'on sait qu'elles sont anti-inflammatoires. Et là, il n'y a que du bon. Il y a des aliments, c'est que du bon. Il y en a, il y a un peu de choses intéressantes, mais sinon, le reste, c'est plutôt néfaste. Donc, les viandes, trop de viande. La charcuterie aussi, c'est que la charcuterie, il n'y a rien d'intéressant dans la charcuterie. C'est gras, c'est bourré d'additifs, conservateurs, etc. Enfin, aucun intérêt, la charcuterie. La viennoiserie non plus, j'imagine. Tout ce qui est viennoiserie. Voilà, viennoiserie, tout ça, voilà. C'est du sucre, c'est des molécules de Maillard. C'est tout ce qui est grillé, en fait, cramé, tout ce qui est trop cuit et caramélisé, en fait. Donc, viennoiserie, donc le sucre, voilà. Tout ce qui est céréales raffinées, pareil, là, c'est du sucre. On équivaut ça à du sucre. Voilà, en gros, le maïs, le maïs en tout cas moderne, le blé moderne, tout ça, c'est des
des aliments qui sont vraiment pas intéressants, voire néfastes pour la santé en fait. Donc au niveau digestif aussi, voilà, ça peut entraîner, pour le gluten en tout cas, de gros désagréments. Donc on va vraiment faire attention aux aliments qu'on apporte. Et puis on a vu pour la flore intestinale, ce qui était important, c'était d'apporter des fibres aussi pour que ces bactéries se développent. Et ça, c'est vraiment les légumes. Donc on a vu d'un côté les légumes pour, si c'est du cru, et des fruits, pour de la vitamine C, pour tout un tas de vitamines, des minéraux, des enzymes, donc quand c'est du cru. Après, pour les fibres, quand c'est les bêta-carotènes, pour les feuillus verts, épinards, blettes, etc. C'est très vert, donc c'est riche en bêta-carotènes, donc très protecteur. Donc ça, voilà, ça va être des aliments qui vont être intéressants à rajouter, d'un côté pour les apports en nutriments, et d'un autre côté pour les apports en fibres qui vont nourrir notre flore intestinale. Donc ça, par contre, les légumes, il y a que du bénéfice à consommer des légumes. Vraiment, c'est très important. Okay. Alors, on a quelques questions. Tu veux bien qu'on les pose maintenant? Oui. Alors, comment gérer une hyperinsulinité due à un syndrome ovaire polycystique sans traitement médical car je ne supporte pas la metformine? Ouais. Alors là, donc typiquement, on est sur un problème au niveau du système endocrinien et du système hormonal. C'est le même système en fait. Un bouleversement sur l'un va avoir une répercussion sur l'autre. Donc ça, et très souvent, ça part du stress au niveau des surrénales en fait. On va avoir une production de cortisol qui va ensuite avoir des répercussions au niveau de l'insuline, etc., qui va avoir une répercussion sur la thyroïde, par exemple. C'est vraiment tout est lié, qui va avoir une répercussion sur le métabolisme. Donc, ce qu'on veut dans ces cas-là, c'est déjà identifier la source du problème. Alors, je dis souvent c'est le stress parce que voilà, on a le stress chronique, on ne se rend pas compte, mais ça a vraiment un impact physiologique fort sur le système endocrinien. Et puis voir aussi au niveau hormonal. Et au niveau hormonal, on a tout un tas de perturbations qui peut intervenir. La pilule déjà, par exemple, on n'y pense pas, mais c'est des choses qu'on prend pendant des années et notre organisme, il n'est pas fait pour recevoir tout autant d'hormones stéroïdiennes comme ça pendant des années à ces quantités-là. En fait, on en fabrique, mais c'est à des doses physiologiques. Et donc, l'organisme, il doit traiter ça aussi. Donc, déjà, voir la cause. Et après, en termes d'alimentation, pour pouvoir réguler la glycémie, par exemple, surtout quand il y a une résistance à l'insuline, le plus important, c'est justement de manger le moins de viande possible pour le côté inflammatoire, puisqu'on est sur une sphère inflammatoire. Au niveau des glucides, c'est éviter les sucres le plus possible. Et ça, s'il y a une addiction au sucre, va falloir traiter l'addiction au sucre, qui est plutôt liée là au système nerveux, au niveau nerveux psychiatrique. Donc beaucoup de légumes et voilà, avoir une alimentation à un index glycémique le plus bas possible. Donc ça, j'invite les personnes, je vous invite à regarder sur Internet, il y a des tableaux, juste pour avoir une idée un petit peu de repérer les aliments par leur index glycémique. Ce qu'on veut, donc on a la colonne verte des index glycémiques bas, la colonne du milieu orange des index glycémiques modérés et la colonne rouge des index glycémiques très élevés. Je vais donner un exemple de chaque pour repérer un peu grossièrement, mais après c'est intéressant pour se rendre un peu plus compte de ce que ça représente, ces valeurs d'index glycémique. Dans la colonne verte, on va avoir tout ce qui est frais, tout ce qui est légumes et fruits frais. Alors les index glycémiques, ça va vraiment, ça représente l'impact sur la glycémie des aliments. Donc les aliments frais, surtout si ça contient peu de glucides, ne font pas monter la glycémie. Et en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, la cuisson va augmenter l'index glycémique des aliments. Les sucres vont se développer si ça contient du sucre. Si ça ne contient pas de sucre, du coup, ça ne se développe pas. Donc, il y a certains aliments qui sont juste riches en protéines ou riches en lipides.
Et là, du coup, il n'y a pas de glucides, donc il n'y a pas d'index glycémique. Donc ça, les avocats, par exemple, il n'y a pas d'index glycémique, on pourrait en manger, voilà, pas de souci, ça ne fait pas monter la glycémie. Mais donc, plus on va cuire un aliment, plus son index glycémique va augmenter. Donc, par exemple, j'ai un aliment qui est dans la colonne verte, qui contient beaucoup de glucides. Donc, un fruit, par exemple, très sucré. Et ben, plus je vais le cuire, plus son index glycémique va augmenter et à un moment donné, il va se retrouver sous sa forme cuite, donc par exemple en compote, il va se retrouver dans la colonne orange. Donc dans la colonne orange, ben, j'ai surtout des aliments qui vont être cuits en fait, hein, des céréales, du riz par exemple, du riz complet, voilà, certains aliments donc, qui vont être cuits. Et dans la colonne rouge, ça va être des aliments qui vont être cuits, ultra cuits, donc plus cuits que cuits. Et aussi tout ce qui fait extrêmement monter la glycémie, donc le sucre, le miel, voilà, tout ce qui contient beaucoup de fructose, de glucose, etc. Ça va se retrouver dans la colonne rouge. Et donc, par exemple, en aliment, on n'y pense pas, mais qui est très cuit, eh ben, il y a tout ce qui est quiche, pizza, les barbecues, les viandes au barbecue, qu'est-ce qu'on cuit, les gâteaux, tout ça, c'est cuit en fait au four, le pain à 250 degrés pendant des heures. Donc, c'est ce qui est le plus cuit en fait. Et là, viennoiserie et tout ça, ça se retrouve en index glycémique élevé. Le croissant, c'est en index glycémique élevé. Et donc, on va éviter tous ces aliments qui sont dans la colonne rouge. On va manger, dans l'idéal, à 80%, 90% des aliments qui sont dans la colonne verte. Bon, 90%, voilà, on est plus sur un régime crudivore, donc on va dire 70%. Et puis, le 30%, c'est du modéré. Ou 28% et 2%. Bon, ça n'existe pas. On mange plus souvent, on va dire qu'on est à 30-30-30, quoi. On mange beaucoup trop d'aliments dans la colonne rouge. Mais l'idée, c'est ça. C'est vraiment d'avoir l'alimentation à un index glycémique le plus bas possible. Exceptionnellement, ce qu'il y a dans la colonne rouge, une fois par semaine, par exemple, majoritairement ce qu'il y a dans la colonne verte et modérément ce qu'il y a dans la colonne orange. Voilà. Et ça va permettre de travailler sur la glycémie. Et on peut utiliser aussi, donc pour éviter de sécréter trop d'insuline, on peut utiliser aussi certains aliments, certaines épices qui sont hypoglycémiantes, comme la cannelle par exemple. On peut utiliser la cannelle, l'ail, voilà, ça va être des aliments qui vont être intéressants aussi à intégrer dans l'alimentation pour gérer la glycémie. Et puis, vraiment, si on a un problème voilà, de résistance à l'insuline important, ne pas hésiter aussi à se tourner, plutôt que la metformine par exemple, vers des substances comme la berbérine qui ont un effet complètement comparable en efficacité avec la metformine. Et donc à ce moment-là, voilà, on n'a pas les effets secondaires et puis on va pouvoir réguler voilà, la glycémie de manière naturelle en s'aidant de principes actifs très intéressants pour ça. Ok, merci. Alors, comment faire face aux diverticules? Mon compagnon fait des crises avec fruits et légumes par période. Oui, ça par exemple, typiquement pour les diverticules, on va faire attention à ce qui est FODMAP, FODMAP et lectine. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de travailler un petit peu sur le système digestif, prendre des tisanes des plantes au tropisme digestif. Il y a l'angélique, l'anis, le fenouil, voilà, qui va soulager. Moi, j'aime beaucoup dans ces cas-là travailler, comme pour les polypes, par exemple, j'aime bien utiliser la gémothérapie, en fait. On va travailler sur le terrain. Et donc, avec certains bourgeons comme l'airelle, le figuier, le noyer pour réparer la perméabilité intestinale, par exemple, ça va être des choses intéressantes. D'accord. Mais comme je disais, on va faire en sorte de faciliter le travail de notre système digestif et déjà dès le départ en mangeant tout ce qu'on a qu'on a donné, en mâchant longuement, manger dans le calme, éviter le stress, voilà, faire de la cohérence cardiaque avant le repas, tout un tas de choses, éviter de boire trop pendant le repas, voilà, tout un tas de choses qui vont déjà aussi aider au niveau du système digestif pour soulager. D'accord. Alors, on demande aussi une personne qui est surprise. Attends.
Elle est surprise par le maïs qui, pour elle, ne contient pas de gluten. Parce que tu as parlé du maïs tout à l'heure, en Oui, fait. ce n'est pas une question de gluten, c'est une question d'oméga 6 pro-inflammatoire, donc le maïs D'accord. moderne. Je ne parle pas du maïs ancien, alors qui est originaire d'Amérique du Sud en fait, hein, qui est plutôt un maïs de petite taille, des petits grains colorés. Souvent là-bas, ils ont du maïs. Alors maintenant, ils sont plus grands maintenant leurs épis de maïs. Ils sont de couleur noire, bleue, rouge. Donc, je ne parle pas de ce maïs-là. Le maïs que nous, on a en France, Oui. donc le jaune, c'est le seul maïs qu'on a ici en France. Hein. C'est un hybride, c'est une hybridation. Et il est extrêmement riche en oméga 6 pro-inflammatoire et aussi contient énormément de leucine, qui est un acide aminé. Donc, c'est un acide aminé dont on a besoin, mais en trop grande quantité. En trop, ouais. Voilà. Et donc, cet acide aminé, cette leucine, va entraîner des inflammations aussi quand on en consomme trop. Donc le maïs, en fait, nutritionnellement, ce maïs-là, ce jaune-là hybride et qu'on a ici en France, il n'est pas du tout intéressant. Alors, au Pays Basque, ça je l'ai découvert ici. J'ai pas fait de recherche encore, mais je vais regarder. On a un maïs qui s'appelle le Grand Roux. C'est le maïs du Pays Basque. Et je soupçonne, alors ça fait des années que je dis que je vais chercher, que je regarde vraiment, que j'investigue, mais je soupçonne que ce soit un maïs ancien, comme on a des semences, enfin des céréales ou des tomates anciennes. Et je soupçonne que le maïs Grand Roux, ce soit un maïs ancien qui ne serait pas donc hybridé et qui, en composition nutritionnelle, serait complètement différent du maïs jaune, quoi. Mais voilà pourquoi le maïs est complètement déconseillé. D'accord. Encore une question. Une personne qui a de la constipation chronique, elle prend du séné. Elle en prend régulièrement. Est-ce qu'il y a des risques justement à en prendre régulièrement? Alors le séné, non, c'est une plante qui est au tropisme digestif, voilà. Alors après, ce qui serait intéressant aussi, donc c'est bien de sceller de plantes, hein, puisque ce sont des remèdes naturels, ancestraux. Ce qui est bien aussi, c'est de se poser la question de pourquoi j'ai cette constipation en fait, plutôt que parce qu'un laxatif, ça reste un laxatif, hein, que ce soit chimique ou naturel, c'est pareil. Bon, on va pas abuser non plus de rhubarbe, par exemple. Le rhubarbe, c'est des acides, c'est très irritant au niveau des fibres, donc pourquoi il y a une constipation? Et souvent, en consultation en tout cas, il y a une constipation parce que la personne ne boit pas assez, et ça c'est très très souvent, et elle ne consomme pas suffisamment de fibres sous forme de végétaux, de fruits, de légumes et de céréales complètes ou semi-complètes. Donc déjà, c'est de modifier l'hygiène alimentaire par rapport à la constipation. Ça peut être aussi une pauvreté de la flore du côlon, de la flore bactérienne, de la flore intestinale au niveau du côlon. Donc ça, on peut aussi prendre des probiotiques spécifiques du côlon pour recharger un petit peu cette flore qui aide à éliminer les déchets au niveau du côlon. Et donc déjà, si on travaille sur au moins les deux premiers, hein, boire suffisamment d'eau et manger suffisamment de fibres, et limiter la consommation de viande, qui a un impact aussi fort sur la composition de la flore au niveau du côlon et donc au niveau de la constipation. Donc on peut utiliser ensuite des plantes qui vont aider alors soit des fibres douces comme le psyllium, hein, qui est très connu, mais psyllium, je dis toujours attention quand on utilise le psyllium parce que il faut boire beaucoup d'eau. Si on ne boit pas suffisamment d'eau, ça va faire l'inverse, ça va créer du bouchon, ça va créer des bouchons. Donc on ne veut pas quand même avoir des fécalomes, mais on va boire beaucoup d'eau, plus d'eau que la normale. Donc on peut utiliser le psyllium, on peut utiliser donc le radis noir. Voilà, il y a tout un tas de plantes aussi qui sont intéressantes pour travailler sur la constipation. Mais déjà, voilà, faire en sorte que à la base, on ait attaqué le problème initial de la constipation avant même d'utiliser des produits. Donc ça peut aider, mais ça ne doit pas remplacer cette hygiène alimentaire, cette hygiène de vie. Et ce que j'aime bien aussi
comme exemple, parce que la constipation, c'est une des premières choses aussi contre lesquelles il faut lutter pour avoir une sphère intestinale saine et équilibrée. Pour lutter contre la constipation, il faut retrouver de la motilité au niveau des muscles du système digestif, du système intestinal. Et ça, donc il y a des plantes qui le font, le gingembre, qui est très intéressant, qui a des propriétés prokinétiques. Et aussi la position, alors j'aime bien, je le dis en consultation et en conférence, la position des toilettes turques, donc la position accroupie, signale en fait à l'organisme, au système digestif, que donc s'il y a de la matière à déféquer, que voilà, je me mets en position pour sortir ce qu'il y a à sortir. Et donc, c'est vrai que bon, nous, on n'a pas de toilette, il n'y a plus de toilettes turques en France, mais finalement, c'est la position idéale pour vraiment bien se vider. Et même moi, qui n'ai pas forcément de problème de constipation, c'est vrai que je ne peux pas me passer de me mettre dans cette position. Donc, j'utilise un marchepied. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Oui. Même des fois, j'aime bien avoir vraiment, même des fois, le marchepied ne me suffit pas. J'ai besoin d'être vraiment en position, quelque chose de plus haut pour vraiment être comme si j'étais sur les toilettes turques, parce que je suis sur mes toilettes. Donc, j'ai les pieds vraiment remontés presque au niveau de la cuvette. Et là, ça permet vraiment, en fait, voilà, il y a un alignement entre le rectum et voilà, le côlon et le rectum qui fait que, pouf, ça vide vraiment complètement. Alors que sinon, ça fait un angle quand on est assis et ça bloque. Ça ferme et ça bloque en fait. Et donc, on est tenté de pousser, etc. Et c'est pas du tout l'idéal. Et cette position-là, elle est révolutionnaire. Donc, les genoux sous le menton, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, si on imagine bien ce que ça peut donner, c'est vraiment essayer. De toute façon, il n'y a personne pour vous regarder. Vous êtes tout seul dans vos toilettes, donc ça ne coûte rien. Il n'y a même pas peur, il n'y a même pas besoin d'avoir peur du ridicule. En fait, ça, c'est vraiment le meilleur moyen pour vider vraiment bien complètement, si tant est qu'on ait suffisamment d'hydratation des selles, qu'on ait bu suffisamment d'eau, donc boire suffisamment. C'est vraiment entre 1 litre et 1,5 litre un minimum. 1 litre, c'est pour les personnes qui mangent beaucoup de légumes. Il y a de l'apport hydrique dans les légumes. Donc, mais 1,5 litre, on dit ah ben non, mais ça dépend des personnes, etc. Certes, ça dépend des personnes, mais si vous surprenez à être constipé ou fatigué et que vous buvez que 50 centilitres d'eau, là, il n'y a pas, voilà, il y a pas photo. Il faut augmenter au moins 1,5 litre pour voir déjà la différence que ça fait. On ne va pas se noyer dans 1,5 litre d'eau, donc non, vraiment. Et ça, c'est une erreur qui est assez fréquente. Mais justement, je arrêterai après de te poser des questions, mais par rapport à l'eau, justement, est-ce qu'il faut boire vraiment de l'eau pure ou est-ce que les tisanes, si tu bois 1,5 litre de tisane, ça suffit? Alors, ça dépend. Ce qu'on va considérer comme apport hydrique, c'est de l'apport hydrique qui va être maintenu, utilisé par l'organisme. Quand on boit des tisanes, donc des infusions par exemple drainantes ou diurétiques, ça a tendance à faire perdre encore plus d'eau. Ça fait vraiment évacuer encore plus d'eau diurétique. Donc le thé, le café, les tisanes drainantes et diurétiques, par exemple, je sais pas moi, frêne, aubier du tilleul, bouleau, cassis, queue de cerise, ça a tendance à faire plus perdre d'eau. Donc là, il faudrait boire plus d'eau. Donc ces boissons-là, on ne va pas les inclure en fait. Mais si c'est des infusions relaxantes, digestives, oui, on peut le compter avec l'eau. On peut le compter dans l'apport hydrique, ouais, tout à fait. D'accord. Bon, écoute, c'était très intéressant. Je pense qu'on peut y passer toute la soirée à discuter de ça. Du système digestif. On a déjà dépassé l'heure. Donc, écoute, moi, je te remercie beaucoup encore une fois pour ton apport. C'est toujours très intéressant. Je conseille aux personnes qui sont là, si elles en veulent plus, de venir te voir, en fait. Toi, tu as un cabinet à Biarritz. Donc, voilà, les personnes qui veulent vraiment travailler sur un problème précis, je pense que c'est important d'aller voir une naturopathe pour vraiment avoir tout dans son ensemble, parce que c'est pas que la constipation, il y a peut-être autre chose. Oui, il y a peut-être autre chose. C'est comme on disait pour. Il n'y a pas que le symptôme qu'il faut voir, c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment de manière globale la source pour ça. Après, si c'est au niveau informatif, j'écris de temps en temps des articles sur mon site, sur mon blog. Et donc voilà, je peux
de temps en temps parler du système digestif et des troubles associés. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les conseils que je viens de donner, mais en détail avec les plantes, etc. Donc, aussi. D'accord. Et puis, on peut s'inscrire sur la newsletter, comme ça, on reçoit aussi les nouveaux articles qui sont Ok, bon, écoute, en tout cas, tout le monde te dit merci. Merci à tout le monde. Et merci à tout le monde aussi. Puis je vous dis au revoir. Et puis, et merci Nadia. Au revoir Nadia. Au revoir. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.